Ici. Le profil, hein, qui est vraiment plus précis, mais qui est très précoce, mais qui suit l'élève. Il y a vraiment une bonne continuité entre le préscolaire et la première année. C'est pas comme pouf, il est rendu à une autre place. Là. Et, oui, ils ont hâte. Tu vois comme une espèce d'excitation, là. Ouais. Oui. Ah ah. Oui. Oui. Une espèce de collaboration déjà établie. Le fait d'être formé en même temps, elle est invitée à la formation de l'autre, elle sait ce que l'autre fait. Oui. Une espèce de confiance. Elle fait confiance aux données qui arrivent du préscolaire. C'est pas comme, bon, ils n'ont pas travaillé ça cette année. Hein? Ça, on l'entend parfois en première année, comme, ah mon Dieu, ils n'auront pas montré ça. Tu sais, on l'entend ça. Ben, ça nous a amené une réflexion parce qu'on trouvait, on a essayé de faire en première année et en deuxième année, parce que moi je suis en première et deux, de faire le même type de lecture partagée qu'au préscolaire. Puis on s'est aperçu que bon, c'était plus ou moins facile. 4 jours consécutifs, ça prenait beaucoup de temps. On a d'autres matières, tout ça. Fait que les filles du premier cycle, on s'est penchées ensemble. On a dit comment on pourrait faire différemment. Puis on a trouvé au lieu de le faire sur 4 jours, on a diminué sur 2 jours. Alors on fait une espèce de même chose, la lecture partagée, semblable au scolaire, mais sur 2 jours. Puis comment on fait? Mais c'est sur 3 étapes. Donc nous aussi, on a une planification des intentions pédagogiques. Et là, je disais, mais j'ai pris conscience cette année qu'à vouloir tout faire, des fois, on s'y perd. Fait que moi, ce que ça a changé, c'est que je fais attention pour ne pas cibler trop d'intentions pédagogiques dans une même lecture. Alors, c'est ça que ça demande, comme disait, voilà, on a une planification de ce que je veux faire. Puis ça, j'aime bien ça. Puis on fait, ben ça m'a amené aussi à donner un modèle aux enfants, ce que je faisais pas. J'ai toujours tendance à laisser les enfants lire, à décoder, à se pratiquer parce qu'on veut qu'ils viennent meilleurs, puis on veut les laisser lire. Mais à partir de ce projet-là, ça m'a fait prendre conscience que justement, en leur donnant un modèle de lecture du début jusqu'à la fin, soit d'un livre ou par exemple dans les clés du savoir, ce qu'on travaille déjà, bien, en allant cibler des intentions pédagogiques comme le vocabulaire littéraire, comme le langage de la pensée, faire des prédictions, tout ça, bien, on leur donnait aux enfants une façon de faire. Voyez-vous la contamination qui s'est faite? On n'a pas fait de formation en première année. Mais là, les filles du premier cycle, le premier cycle au Québec, c'est première et deuxième année du primaire. Ah, les filles, on s'est assis, puis on a essayé de faire comme vous faisiez, mais ça ne marchait pas, on a adapté ça. Ils sont allés chercher des principes efficaces, ils les ont adaptés à leur pratique. Même le matériel, ils utilisent du matériel qu'ils utilisent déjà. Donc, il y a tout eu une réflexion sur leur pratique en première année, beaucoup plus rattachée à ce qui se passait au préscolaire. Donc, ça amène une meilleure transition entre les 2 années. Elle a parlé aussi de l'importance de donner des modèles. Fait que dans son enseignement, elle a analysé son propre enseignement juste en participant aux formations du préscolaire. Puis elle se disait, c'est vrai que je ne donne pas beaucoup de modèles, qui est une partie importante de l'enseignement explicite. Donc, vous voyez toute la réflexion qui s'est faite, puis le changement de pratique qui commence à se faire, puis ce n'était pas pour eux autres. Fait que ça, c'était de la contamination. Puis on s'est dit, c'est bon finalement de former le préscolaire, puis d'attendre les premières années, leur donner le goût, parce que quand ils voient ce qui se passe au préscolaire, ils ont le goût de le faire, puis d'aller doucement monter. Fait qu'on n'y allait pas toutes les écoles ensemble, mais en plus, dans les écoles, on commençait à la base, puis on montait lentement, pas tout le monde en même temps, pour que les besoins soient ressentis avant qu'on fasse ce qu'on a à faire. Ça va? Donc,
Donc, c'est juste pour vous montrer le changement de premier palier. On a plein d'indices en regardant cette vidéo de changement de premier palier qui fait en sorte qu'on finit par avoir des données à un moment donné qui dit que la majorité des enseignements sont appris par 80 de nos élèves. Des questions pour le premier palier. Juste, je vous ai donné un exemple, là, mais c'est pour vous montrer le principe quand ils ont reçu des formations, qui ont reçu de l'accompagnement, puis ont fait des communautés d'apprentissage professionnel. C'est ça que ça crée. Ouais. Maintenant, je vais vous parler un peu des différents modèles qu'on a vus dans les différentes écoles, de comment s'articulent le premier, deuxième et troisième palier ensemble. Ça, c'est vraiment une question qu'on me pose souvent. Donc, théoriquement, au départ, quand on a regardé la RAI avec la pyramide, les couches et tout ça, on se disait, il faut faire un dépistage à l'entrée. Puis ce dépistage-là, on a vu que on ne pourrait pas partir tout de suite des groupes de deuxième palier parce que ça coûte cher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir le premier palier, mais on va prendre des mesures de progrès sur les élèves qui sont déjà à risque. Puis, on va donner du temps jusqu'au deuxième dépistage. Et nos données de progrès et nos données de dépistage vont vraiment nous aider à déterminer avec plus de précision qui a besoin du deuxième palier. Donc, ces élèves-là devront faire partie de l'enseignement du premier palier et ajouter un deuxième palier pour eux en sous-groupe. Et pour ce faire, on s'était dit, la seule façon qu'on a de libérer du temps pour l'enseignant, c'est d'installer dans la classe des routines de centre d'apprentissage. Comme ça, à ce moment-là, l'enseignante peut développer des petits moments dans sa journée où elle peut dédier du temps particulier à certains élèves pendant que d'autres sont occupés à faire autre chose. Puis ce qu'on disait, s'il est capable de voir le groupe d'enfants qui a plus de besoins au moins 3 fois par semaine, bien, il reste quand même 2 fois dans la semaine où ces ateliers-là roulent, où elle peut aller voir les autres élèves aussi. Elle pourrait faire de la différenciation de l'autre côté pour les élèves qui ont des besoins, mettons, d'aller un petit peu plus loin ou sont prêts à avoir des nouveaux apprentissages. Et on se disait qu'il faudrait prendre des bonnes mesures de progrès dans le deuxième palier. Dans le deuxième palier, habituellement, mettons que tu as 4 enfants devant toi, puis que tu travailles quelque chose qu'on a travaillé en classe, mais qu'on intensifie, bien, l'idée, c'est que leur tour va revenir souvent. Puis on s'était assuré qu'il y ait au moins 5 tours chacun pour pratiquer dans ce petit 15-20 minutes-là qu'il y avait, 3 fois par semaine. Puis c'est intéressant parce qu'on pouvait vérifier sur les 5 fois, il a réussi combien de fois, puis le noter. C'était notre donnée de progrès. C'était intéressant, on avait 3 données de progrès par semaine sur l'habileté qui était en jeu. S'il restait à 0 sur 5 pendant 8 semaines consécutives, tu sais que le deuxième palier ne marche pas. Et on se disait qu'en prenant des mesures comme ça, il y a peut-être des élèves qu'on voit qui ont atteint leur 5 sur 5, puis ça se maintient, ils n'ont plus besoin de deuxième palier. Puis ceux qui ça va résister au deuxième palier, on va le confirmer surtout au dépistage 3. Il n'a pas atteint les attentes au bon moment. Ce qui fait que là, il faudrait rajouter un troisième palier. Fait que c'était là qu'on commençait à se poser la question, ça va-tu rentrer dans le temps? Ça, c'était notre modèle de départ. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Parce que quand ils ont fait la résolution de problèmes, ils ont découvert qu'avec les ressources qu'ils ont, ils n'étaient pas capables d'aller rajouter 3 couches comme ça. Puis ils trouvaient aussi qu'il y avait des données parfois qui leur disaient d'intervenir, mais ils attendaient trop longtemps pour intervenir. Donc, voici ce qu'ils ont fait. Fait que ça, c'est le modèle qu'on a actuellement d'expérimentation qui nous donne un peu plus de détails sur comment ça s'articule pour vrai. Dépistage d'entrée, effectivement, c'est resté le même. C'est un dépistage qui nous permet juste de voir où nos élèves sont, d'où ils partent. On a quand même un critère de base. On s'attend que les enfants réussissent ça avant d'entrer à l'école. Puis s'ils ne réussissent pas ça, ils sont plus à risque. Donc, c'est des enfants sur qui on prenait des mesures de progrès pendant l'enseignement du premier palier. Fait que quand on enseignait ces habiletés reliées à la littératie, par exemple, bien, eux autres, on allait prendre des données souvent sur leur capacité à répondre à certaines questions de choses qu'on a enseignées, des petites activités qu'ils faisaient. Et là, on voyait que peut-être au bout de 5-6 semaines, parce qu'il se passait quasiment 12 semaines avant que le deuxième dépistage arrive, les enseignants disaient
on a parti des deuxièmes paliers tout de suite. Parce qu'au bout d'environ 8 semaines, bien, nos jeunes ils étaient habitués déjà de fonctionner par des centres d'apprentissage. Fait qu'elle dit, on en a profité. J'ai commencé à dédier un peu plus de temps à certains élèves sur certains. Fait que je dis, ah, c'est intéressant, vous n'avez pas attendu. Vous êtes fiers à vos données, puis il y en a que ça vous inquiétait au bout de quelques semaines. Vous avez votre structure, vous avez parti des deuxièmes paliers. Oui. Puis elle dit, quand on est arrivé au deuxième dépistage, bien, on évaluait ce qu'on a enseigné. Puis il y en a que je suis sûr que si on n'avait pas fait le deuxième palier avant, là, il n'aurait pas passé le dépistage, mais là, il était correct. Fait qu'eux autres, il y avait des données qui prouvaient que ça valait la peine de ne pas attendre le deuxième dépistage pour partir un deuxième palier. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, elle dit, il y en a que, il n'y avait pas eu de difficulté au début, puis là, ils ne suivent pas le groupe. On avait des nouveaux. Ça valait la peine qu'on fasse un deuxième dépistage. Puis des fois, dans notre deuxième dépistage, on se rendait compte que la moitié de la classe ne passe pas le dépistage. Fait que, c'est mon enseignement qu'il faut que je change. Fait que ça, c'est toutes sortes de situations qui sont arrivées, qui nous ont rapporté. Les élèves qui, après le deuxième dépistage, continuaient des deuxièmes paliers, ils disaient, on n'attendait pas tant longtemps que ça. Tu sais, on s'était dit, on ferait le troisième palier après le troisième dépistage. Non. Ce qu'on a fait, c'est que après 5-6 semaines de deuxième palier, on le voyait les enfants que quand c'est leur tour, ils n'étaient jamais capables de répondre ou ils étaient en dents de scie dans leurs apprentissages. Elle dit, on a appelé les professionnels pour qu'ils fassent des observations dans notre deuxième palier. Parce que ce qui arrivait, c'est qu'il y avait des orthopédagogues puis des enseignants qui se partageaient la tâche pour faire le deuxième palier. Puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'au lieu que ce soit toujours l'enseignante qui organise ça tout seul, il était souvent deux lors des ateliers. Mais des fois, l'enseignante s'occupait des élèves plus en difficulté, parfois c'était l'orthopédagogue. Parce que l'enseignante va être au courant de ce qui se passait. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il disait qu'à un moment donné, quand on a des données de plusieurs semaines consécutives, on demandait aux psychologues, par exemple, parce que là, on trouve qu'au niveau cognitif, au niveau attentionnel, il y avait quelque chose. Le psychologue venait observer dans la classe, dans notre deuxième palier, les comportements de l'enfant qu'on pense qui nuisent à l'apprentissage. Ou lui, on pense plus que c'est un problème de langage. On avait invité l'orthophoniste à venir faire des observations. Donc, la collecte d'informations ou l'évaluation professionnelle commençait par une observation en contexte réel de classe. Aller chercher des données. C'est intéressant, les professionnels disaient, bien, nous autres, on a adoré ça parce que, on voit c'est quoi la demande de la classe. 2, on a des données en situation réelle, c'est pas faux devant un test dans notre bureau. Et 3, je n'ai pas besoin de tout évaluer. Ils ont plein de données. Je ne suis pas pour évaluer la conscience phonologique. Il vient de faire un deuxième palier en conscience phonologique. Il a échoué 2 dépistages. On les a, les données. Je ne réévalue pas ça. Je vais évaluer d'autres choses qui est reliées à ça. Et là, les professionnels disaient, on peut travailler avec ces jeunes-là pour essayer des choses. Fait que le troisième palier, ce n'était pas de l'intervention individuelle, ce n'était pas plus de la même affaire en individuel. C'était, on ne va pas continuer à faire ce qu'on fait. Même si on intensifie, ça ne fait pas de différence. Ce qu'il faut faire autrement. Puis dans le autrement, c'est aller chercher peut-être des adaptations pour qu'ils apprennent. Et c'est là que le professionnel proposait et essayait lui-même des adaptations hors du bureau. Puis si ça marchait, la job du professionnel, ce n'était pas de continuer ça en dehors du bureau, mais de l'implanter dans le deuxième palier qui était déjà dans la classe. Fait que le troisième palier, finalement, c'était comme une consultation professionnelle qui va modifier le deuxième palier. Fait qu'au lieu que ce soit un deuxième palier d'intensification, ça va être un deuxième palier de rééducation. Et là, il dit que ça se faisait bien plus, parce que moi, comme professionnel, je ne pouvais pas le voir 3 fois par semaine, là. Fait qu'il y avait son deuxième palier modifié avec ses adaptations. Et en plus, vu que c'est l'enseignante, elle la savait, l'adaptation. Fait qu'elle l'implantait de plus en plus dans le premier palier. Fait que c'est le modèle de RAI en pyramide, des fois, il manque de souplesse. Puis même quand on essayait de l'illustrer comme ça ne marche pas. Ça veut dire que ces morceaux-là,
s'adapte dans le temps selon les besoins des élèves. Mais avez-vous vu toute la collaboration, là? Le réinvestissement dans la classe, le réinvestissement dans le deuxième palier. Donc, en gros, un troisième palier, c'est juste un deuxième, OK, où il reste moins d'enfants, qui vont faire une petite boucle avec le professionnel, faire des essais. Et là, ça continue dans la classe avec l'enseignante et l'enseignante ressources pour que ce qu'il a fait pratiquer en dehors de la classe, ça s'implante là, puis c'est là que ça se travaille. Puis étant donné que l'enseignante est impliquée, elle réinvestit dans son premier palier. C'est un peu plus clair? La différence entre un premier, deuxième, troisième palier. Qui fait quoi? Vous voyez des exemples de RAI par résolution de problèmes, puis d'un modèle très souple.